Mais il faut bien préciser, des États de droit de l'homme blanc sionistes. Tous les autres n'ont pas accès aux droits. Et bien qu'il y a des thèmes, des sujets qu'on ne peut pas aborder. Il faut savoir que toutes les interdictions que j'ai eues sont initiées par la mafia de la censure, le CRIF, Palestine, Kanaki, ensemble, main dans la main. Réunion, ouais. Mayotte, Mali, tout le monde, tout Burkina. Non, le fascisme, il est au centre. Les extrêmes injustices, elles sont au centre. Oui, j'ai un bracelet électronique à la cheville et j'ai toutes les chaînes qu'avaient mes ancêtres, je les ai et je les porte très fièrement d'ailleurs parce que ça me relie à mon histoire, à mes racines. On va se serrer la main, c'est un Kanak qui serre la main à un Palestinien. Et que ça te parle au monde. Ouais, c'est ça la solution du monde. Des peuples d'amour, des peuples qui n'ont pas de violence en eux et qui veulent maintenant construire autour de la justice immanente, celle de Dieu. Bonjour, je suis présentement en face du Palais de justice à Paris. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'interviewer Dieudonné Mbala Mbala, un humoriste franco-camerounais qui est complètement surveillé et persécuté par l'État. La preuve, c'est qu'il a même aujourd'hui, il porte un bracelet électronique à sa cheville. Je l'ai décidé de l'interviewer puisqu'il y a quelques semaines, j'ai acheté des billets pour son spectacle au Bois de Boulogne dans un judo-bus puisqu'il n'a pas le droit de faire ses rassemblements, ses spectacles dans des salles. Et la police nous a chassés à l'extérieur du Bois de Boulogne et on n'a pas eu la chance de revoir son spectacle. Donc, je trouve que c'est une grande injustice et on parle maintenant d'une censure envers l'humour. Alors, dans mon entretien avec Dieudonné, j'ai eu la chance de lui parler de la Palestine, un enjeu qui a causé beaucoup de problèmes pour lui et qui a poussé l'État à le censurer, et ainsi de la censure, puisque si l'État est capable de persécuter Dieudonné, qui est le prochain? Avec toute cette censure qui tourne autour de Dieudonné, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui est le message qui promouvoit, qui mérite autant cette censure? Bonjour, Monsieur Dieudonné Mbala Mbala. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui dans vos studios. En fin septembre, j'ai été à votre spectacle dans le Bois de Boulogne, où ce que la police nous a, de manière absurde et tragique, juste repoussé du parc, où ce que vous avez planifié un spectacle dans le judo-bus. C'est ça. Et en fait, le spectacle n'a pas pu avoir lieu. Et le lendemain, j'ai eu la chance de vous voir dans une reprise aussi à Paris. La raison pourquoi j'ai décidé de vous contacter et de vous parler aujourd'hui, c'est simplement d'avoir plus de clarité en fait sur les libertés d'expression en France et vraiment cette grande mission de l'État de vous censurer. Ça, c'est la manière que j'ai pu comprendre, vraiment, de la manière que j'ai vu la police vraiment mettre fin à votre spectacle. Donc, vraiment, je voudrais juste commencer par savoir si vous pouvez nous dire comment on s'est rendu à ce stade où ce que la police peut juste venir à vos spectacles et commencer juste à vraiment persécuter le monde qui participe à vos spectacles, l'audience et ainsi votre... Effectivement, c'est un modèle de censure en France assez unique. Des policiers français mandatés pour venir interrompre un spectacle, venir m'interpeller sur scène. Ça ne s'était pas produit, ça fait 40 ans que je fais ce métier. Il y a toujours eu des tensions, des arrêtés préfectoraux, municipaux. Mais là, on est arrivé à un niveau extraordinaire. C'est-à-dire que je suis sur scène, je suis en train de travailler, de faire mon spectacle. Et là, des policiers arrivent, m'interpellent sur la scène. Et ils me présentent un arrêté, on lit l'arrêté et je constate que un certain spectacle est interdit. Alors je leur dis, je vais en faire un autre. Et là, ils me disent, non, vous devez tout arrêter. Donc, je dis, ouais, mais c'est mon travail. J'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Dites-moi ce que je peux dire ou ne pas dire. Et là, c'est vraiment la volonté d'un système de me faire taire, que j'arrête de parler. C'est très compliqué parce que j'arrive à 60 ans, je vais pas changer de métier maintenant. Et donc c'est vraiment, je crois, pour ceux qui mettent en œuvre ces interdictions, montrer à tous les autres artistes, à tous ceux qui pourraient prendre la parole sur une scène publique, eh bien qu'il y a des thèmes, des sujets qu'on ne peut pas aborder. Il faut savoir que toutes les interdictions que j'ai eues
sont initiés par la mafia de la censure, le CRIF, la LICRA, des organisations racistes, haineuses, censées représenter la communauté juive, mais ça n'est même pas ça, puisque là, j'ai beaucoup dans mon public aujourd'hui des compatriotes juifs, qui sont instrumentalisés, qui sont même prêts à être sacrifiés par cette mafia, on l'a vu dans l'histoire, pour pouvoir ensuite jouer le discours victimaire. Donc, il y a en France une mafia très puissante, qui s'appelle le CRIF, et qui contrôle. Alors, jusqu'à présent, c'était essentiellement les médias, mais maintenant, c'est logiquement devenu la politique et la justice. Et ça, là, c'est dramatique parce qu'on est c'est schizophrénique. À la fois, on parle de liberté d'expression et à la fois, ce sont les mêmes qui organisent la censure. Et donc, le peuple, qui déjà me soutenait sur un plan artistique, puisque je fais partie des rares artistes en France à remplir les salles sans affichage, sans promotion, juste sur le bouche-oreille, eh bien, j'en suis arrivé aujourd'hui à illustrer, en fait, à devenir malgré moi, comment dire, celui qui incarne les limites de la liberté d'expression, l'épouvantail. Vous avez dit qu'il y a certains enjeux que vous n'avez pas le droit d'aborder et qui dérangent le CRIF. Qu'est-ce qui est votre discours, en fait? Quelle est cette thématique? Quel est votre message qui dérange autant le CRIF? Je suis très, très étonné. Alors, il y a un père, on va dire, Aimé Césaire, un artiste antillais, enfin un poète, qui avait fait aussi de la politique, qui était maire aussi en Martinique, et qui m'avait dit un jour, alors que je venais de me faire agresser par 4 ressortissants israéliens, qui ont fini en prison quand même, il m'avait pris dans ses bras, il m'avait dit, il connaissait pas trop l'humour, cette arme qu'est l'humour, cette arme artistique, qui va toucher les consciences. Il m'avait dit, rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde. Je crois que le maître esclavagiste ne supporte pas le rire de l'esclave. Et le rire de l'esclave, il parle aux Français, il parle aux gilets jaunes, il parle aux non-vaccinés, il parle aux gens qui résistent. Parce qu'en termes de résistance, nous avons une expérience inégalée. C'est 400 ans d'esclavage, de colonisation, ce peuple qui nous a martyrisés, ce peuple qui nous tient aujourd'hui encore dans une condition d'esclave moderne, eh bien, ces gens-là, eh bien, ne supportent pas notre rire. Voilà. Et je comprends parce que ça les renvoie à leur propre réalité. Ils nous ont dessiné un monde qui n'est pas la réalité. Et nous leur renvoyons cette réalité. Et le rire noir leur renvoie cette réalité. Et je pense que vous abordez un sujet quand même intéressant où ce qu'en fait, que ce soit les peuples noirs, les peuples colonisés, les peuples opprimés du monde, on sent qu'on a surtout un sorte de cadre dans lequel on a le droit d'opérer. J'ai été récemment à l'Institut du monde arabe, qui est une organisation gérée par Jack Lang. N'allez pas lire sa page Wikipédia. Et je veux dire, il y avait une exposition sur Gaza. Et moi, en tant que Palestinien, je me suis dit que c'était un bon moment de voir l'archéologie et ma culture, surtout ici dans l'Institut du monde arabe. Et la première chose que je vois en entrant dans l'Institut, c'est une grande plaque qui dit cette exposition a été là pour démontrer la culture palestinienne et l'histoire de Gaza, tout en dénonçant le 7 octobre, dénonçant la résistance, avec aucune mention de la colonisation, aucune mention du blocus qui a mis le peuple palestinien et surtout le monde qui vit à Gaza dans une grande souffrance. Je sens que cette narration vraiment de notre propre souffrance, elle est contrôlée, surtout en France. Et surtout quand j'ai vu que Jamel Debbouze, qui a un restaurant dans l'Institut du monde arabe, vendait des vins de colonies illégales israéliennes. Donc, je veux dire, ça me fait extrêmement réagir ce que vous dites, du fait que, en fait, les peuples opprimés n'ont pas le droit de se révolter et quand ils le font, ça doit tout être contrôlé.
Ouais, là, c'est effectivement ça ressemble beaucoup à ce que j'ai pu voir en Guadeloupe avec un mémorial pour la traite négrière, où Mhm, effectivement, en rentrant dans le mémorial, on est, on marche sur les esclaves et on arrive au milieu de, parce qu'il y a, c'est mhm, projeté, enfin c'est un système, on voit les cales des bateaux avec les esclaves, on peut dire on marche dessus mhm. et euh, et on arrive au centre de cette exposition et là il y a il y a un hôtel franc-maçon et on nous explique que c'est grâce à la franc-maçonnerie qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage. L'histoire appartient à ceux qui l'écrivent, aux vainqueurs en général, mais cette histoire-là, c'est de mensonges. Donc on est dans un monde de mensonges absolus. Là, vous me parlez de l'Institut du monde arabe. Extraordinaire. Bien sûr, ça n'est pas l'Institut du monde arabe. C'est un institut qui a été créé pour une propagande, parce que ils ont compris. C'était d'ailleurs le président Mahmoud Ahmadinejad que j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque, qui disait que la guerre n'était pas nucléaire ou quoi que ce soit. La guerre, c'est la guerre de l'information. Mhm. C'est Hollywood qui a corrompu nos esprits. Ils nous ont, dès notre plus jeune âge, en fait, entraînés dans des croyances qui sont mensongères. Et donc, ils maîtrisent cela. Il est temps et grand temps de maîtriser aujourd'hui nos médias. Vous faites partie de ceux qui ont compris ça. Nous n'avons rien à attendre, ni de l'Institut du monde arabe, ni des chaînes de télé d'infos de continu d'Israël qui sont en France et partout dans le monde, ni de leur théâtre, ni de leur musique. Non, c'est notre culture, il faut réapproprier cette culture. Et nous sommes faibles, ils sont forts par nos faiblesses aussi, mais ils sont en train de s'effondrer, et je crois que les médias, d'ailleurs on l'a vu au moment de enfin l'opération spéciale militaire menée Mhm. par la Russie en Ukraine, tous les médias qui étaient reliés à la Russie ont été Banni, expulsés. oui. Donc on voit bien que la guerre, elle est avant tout médiatique. Après, quand on en arrive évidemment à cette guerre violente avec les armes, ben, c'est qu'on est on est au bout de l'histoire. Mais on n'est pas loin du bout de l'histoire. De toute façon, là, ils sont en train de nous entraîner dans une guerre en Ukraine, en tout cas quand on est français. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pareil. Alors, oui, la puissance médiatique et de la propagande, je dirais, c'est fondamental. Tout n'est que gesticulation. C'est une pièce de théâtre qu'ils nous font. Vous parlez, en fait, que la manière qu'Ahmadinejad parle qu'on est dans une guerre d'information. Oui, Est-ce que vous serez d'accord, en fait, que cette censure de l'État français euh, sur vous fait partie de cette guerre, en fait, bien sûr. et que, je veux dire, on voit que vous avez un bracelet Oui, j'ai un sur... bracelet électronique à la cheville. J'ai toutes les chaînes qu'avaient mes ancêtres. Je les ai et je les porte très fièrement d'ailleurs parce que ça me relie à mon histoire, à mes racines. Mhm, Je suis un colonisé, un descendant mhm, d'esclaves. Ma famille, elle est. Alors j'ai une mère qui est nantaise en plus, qui est du bord enfin qui est bretonne, de Plouermel exactement. Et, euh, et donc c'est drôle parce que je suis à la fois originaire des deux régions. mhm. Une région qui était un port négrier et puis d'Afrique, là où étaient rassemblés les esclaves qui partaient pour les Antilles. Donc je me sens de toute façon, par la réalité des choses, la réalité biologique, je suis un homme noir et donc je me sens bien avec mon peuple aussi. Je me sens bien en Afrique noire, je me sens bien aux Antilles, je me sens parce que j'ai cette culture-là. C'est mon peuple. Et puis après, l'histoire nous a amenés dans des contrées. J'aime la France, j'aime le peuple français, qui de plus en plus s'aperçoit qu'il est aussi traité comme un bien meuble. Mhm. Et donc, surtout avec l'obligation vaccinale, ils se sont aperçus, les Blancs de souche, qu'ils n'étaient pas souverains dans leur propre corps. Et ça, c'est quelque chose que les populations noires ont culturellement, quoi. On sait de quoi on parle. Ouais. Mais nos maîtres, si vous voulez, gesticulent. Nous sommes les Antilles, ça reste un laboratoire pour eux. Hein. Mais ils ont fait les pires atrocités, ils nous ont empoisonnés. Ce sont des assassins. La condamnation de Sarkozy pour association de malfaiteurs,
C'est amusant, parce que ce sont tous des malfaiteurs. Mhm. George Bush, ce sont des malfaiteurs. Et l'épicentre, le capo del capo, enfin non, c'est capo de tutti capo dans la mafia, eh bien c'est celui qui finance tout ça. C'est Rothschild. Mais Mhm. Rothschild ne représente pas les Juifs. Attention. Il se sert, c'est un bouclier, le peuple juif, de cette mafia. Et ils sont prêts à les sacrifier. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et on l'a vu après la guerre du 12 octobre, enfin du 12, 12 jours. je confonds le mois d'octobre, la guerre des 12 jours menée contre l'Iran, la guerre illégale, enfin une guerre de barbares, et qui a montré que le monde, le sud global, les gens sont prêts maintenant. Mhm. Vous ne pouvez plus, Israël, c'est fini, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus parce que la prochaine fois, il n'y a pas de dôme de fer Mhm. contre ces mensonges millénaires. Il y aura pas. Je voudrais juste revenir un peu sur vraiment l'impact de la censure sur vous. Vous avez mentionné le bracelet. J'ai pu calculer environ plus de 500 000 euros d'amende. Oui, oh, plus, Euh, des millions, des millions. et aussi, vous avez des restrictions par toutes les préfectures en France, de ce que j'ai pu constater. Vous n'avez pas le droit de faire vos spectacles. Euh, Interdit. quel est Interdit. comment que le gouvernement vraiment puisse pousser ce genre de restrictions sur vous? Quelle est leur excuse, disons? C'est quoi les procédés vraiment légaux qu'ils ont pu utiliser pour... Ben, jusqu'à présent, ils avaient du mal parce que les avocats faisaient leur travail et c'était illégal. Et d'ailleurs, j'ai fait suspendre les arrêtés, les interdictions, et dans le compte-rendu des jugements, des ordonnances du tribunal administratif, eh bien, il y avait effectivement, nous suspendons, nous, le tribunal, ordonnons la suspension parce que c'est illégal et c'est grave. C'est une atteinte grave à la liberté d'expression et la liberté du travail. Et puis, le système refusant, ils ont adapté et imaginé des arguments qui n'existent pas dans le droit français. Donc, nous irons peut-être devant la Cour européenne des droits de l'homme et nous gagnerons certainement. Mais en attendant, voilà, l'interdiction est applicable. Donc, c'est l'ingérence du politique dans la magistrature. Mais on sait en France que il y a aujourd'hui des magistrats qui font de la politique. D'ailleurs, ils sont organisés en association, en syndicat de la magistrature. Ils avaient d'ailleurs fait un mur des cons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça a fait un véritable scandale. C'est-à-dire des magistrats, un groupe de magistrats organisés, ont fait un mur où ils mettaient des photos de personnalités françaises considérées comme des cons à abattre. Et j'étais sur ce mur des cons. À côté de Sarkozy, d'ailleurs. Alors que je n'ai rien à voir avec cet assassin. Bon, enfin, quand je dis assassin, je pense que Sarkozy était comme tous les autres, hein, pas plus assassin Mhm. que les autres. Mais c'est vrai que ce qu'il a fait en Libye, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, ce qu'il a fait, c'est un homme qui a vraiment fait beaucoup de mal à l'Afrique. L'action française menée en Libye a détruit et a ralenti le développement de l'Afrique, ça c'est certain. J'étais, moi, aux côtés du colonel Muammar Kadhafi, dernier grand roi d'Afrique, au moment où l'OTAN, où l'Occident bombardait notre continent. Nous étions un collectif d'artistes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cette tenue. Hein. Il avait l'Afrique sur son cœur. Je crois qu'il s'était détourné effectivement à un moment donné de l'organisation du monde arabe pour construire l'Afrique. Il avait bien raison. Et je crois que bon, il a été aussi arrêté dans son élan pour cela. Et il est très très aimé encore aujourd'hui en Afrique subsaharienne et je pense que le capitaine Traoré aujourd'hui qui doit essuyer des menaces de mort quotidiennes de l'Occident est celui qui a repris le bâton de pèlerin Mhm. et de relais Mhm. et qui tente de libérer notre continent. Mhm. On voit, vous avez parlé d'Ibrahim Traoré, capitaine, qui prend la suite, disons, de ce que Thomas Sankara avait construit au Burkina Faso. Il y a récemment eu une discussion de bâtir une confédération
entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Vous êtes d'origine camerounaise. On sait que dans l'Afrique de l'Ouest, la politique monétaire, elle est contrôlée par la France à travers le CFA franc. Je veux dire, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a espoir, disons, dans l'Afrique de l'Ouest de s'inspirer des révolutions qui sont passées dans le Sahel pour voir une plus grande union en Afrique, une plus grande indépendance et vraiment une forme de décolonisation? Le problème du Cameroun, du Gabon, Congo, c'est que ce sont alors pour le Cameroun, le port en eau profonde de Kribi, toutes les matières premières de la sous-région sortent par ces ports. C'est un enjeu capital, central. Le Mali, le Burkina n'ont pas de port. Je crois que là, la guerre sera violente pour conserver ces ports. Ensuite, les populations, elles sont prêtes. Elles sont évidemment, elles soutiennent énormément les révolutions menées par. On a le capitaine Traoré qui est la tête, on va dire médiatique. Mais inspirant. Mais il inspire effectivement toutes les populations subsahariennes. Il est extrêmement populaire. Le Cameroun, la situation est très complexe. Le actuel président réélu, sans surprise, à 94 ans, 92 ans. Ça va. Ouais. Et bon, encore une fois, comme rien ne veut rien dire au Cameroun, mais même la notion de frontière, ça, tout a été décidé par d'autres. Moi, je n'irai pas critiquer. C'est un système qui survit malgré. Enfin, il n'y a pas de choix. De toute façon, voilà, Thomas Sankara a été exécuté. Vous ne pouvez rien faire dans ces zones-là. Et il y a l'armée, mais l'armée est contrôlée aujourd'hui en partie, c'était par la France et Israël. Donc le Cameroun est vraiment aujourd'hui un enjeu occidental dans l'Afrique noire. Moi, je connais très bien mon pays, je connais très bien une bonne partie des dirigeants. Avant le 7 octobre, il y avait les Israéliens, ça se passait bien. Et puis il y a eu ils se sont raidis. La rue, évidemment, est pro-palestinienne, est scandalisée par le massacre, le génocide organisé dans la bande de Gaza. Mais la puissance, le fait que Israël soit aussi présent, fait que les autorités ne se sont pas prononcées. D'ailleurs, le Cameroun est un des rares pays africains à ne pas reconnaître l'État de Palestine. Et je pense qu'aux Nations Unies, dans les votes de l'Assemblée générale, elle vote surtout avec, soit qu'elle s'abstient ou des fois elle vote avec Israël. Le Cameroun, a une relation privilégiée avec Israël. Et moi, qui suis identifié comme prétendument un antisémite, alors que je le suis pas, mais j'avais des bonnes relations avec les Israéliens du Cameroun jusqu'au 7 octobre, où là ils deviennent fous. Dans les discussions, on peut même entendre des choses comme de toute façon, faut tuer tout le monde, ce sont des animaux. Et ça, on peut pas. Génocidaire. Et ça, ouais, mais c'était des gens qui vivaient au milieu de nous et avec qui j'avais de très bonnes relations, qui n'avaient rien à voir avec, on va dire, le lobby médiatique pro-israélien qu'il y a en Occident. C'était des gens qui vivaient au milieu de nous. Voilà, ils avaient leurs intérêts économiques, c'est certes, ils n'étaient pas là pour nous faire plaisir, mais bon, voilà, là, ça a changé. Ça a changé. Et j'espère qu'on va retrouver ce lien fraternel avec nos compatriotes d'origine israélienne en Afrique, mais j'ai des doutes. Moi qui suis évidemment un personnage public camerounais, le fait que je puisse parler à ces gens-là, c'était important. Aujourd'hui, il y en a certains qui me menacent. Au Cameroun. Au Cameroun. Et ils me menacent parce qu'ils ont peur. Alors, effectivement, ils ont peur et c'est normal.
Parce que quand je dis ça, vu ce qu'ils racontent, les Palestiniens ne sont pas des animaux. Parce que si vous considérez que les Palestiniens sont des animaux, qu'est-ce qu'on est, nous, les Camerounais? Je croyais qu'on était amis. Mhm. Donc, mon ami, ça veut dire quoi? Va te faire enculer, ça veut dire quoi? Et c'est là toute la difficulté qui est en train de se mettre en place. J'espère qu'ils vont se reprendre, se ressaisir, mais ils sont en train de créer, euh, de révéler un racisme viscéral qui, ils sont en train de briser une relation de confiance avec le peuple camerounais qui avait pris des années, des décennies. Donc là, ils nous font bien comprendre qu'ils sont à la garde présidentielle, qu'ils sont dans l'armée le BIR, qu'ils sont puissants, qu'ils sont influents. Mais pourquoi faire? Euh, il y a une grande, il y a clairement un grand mouvement derrière euh, de vous censurer. Vous parlez beaucoup sur la question de la Palestine. Vous avez mentionné que c'est une guerre d'information, telle que vous m'avez mentionné d'Ahmadinejad. Et un des grands enjeux dans cette guerre que Netanyahu lui-même avait reconnu, il a dit que l'Israël est en train de perdre sur TikTok, est en train de perdre dans les réseaux sociaux. Et à la place de pas de compromettre, mais de peut-être arrêter un génocide, puisque ça nuit à leur image médiatique, ils décident à la place de créer un grand mouvement pour enlever TikTok des mains des Chinois et de le mettre dans les mains de Ellison Oracle, une entreprise qui, je pense que Ellison, c'est le plus grand donateur privé à l'armée israélienne et qui va bientôt être le nouveau dirigeant de TikTok. Je veux dire, cette censure, elle est, je veux dire, c'est plus grand que vous. C'est au point où ce que même les plateformes médiatiques se font nationaliser, entre guillemets. Vous êtes banni, je pense, de presque toutes les plateformes. Vous avez un compte X qui n'est pas encore banni, je pense, mais bref, YouTube, tous vos comptes sont fermés. Facebook aussi. Je veux dire, comment ça vous fait réagir vraiment de voir les plateformes tomber dans les mains des États-Unis, tout en nous disant que la Chine, c'est pour notre propre défense à cause que là, on veut pas que nos informations privées soient dans les mains, excuse-moi, des Chinois. C'est une fuite en avant. Il y a un dicton, c'est un frère dominicain, chrétien, qui me disait l'Empire n'a jamais été aussi beau, aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. Donc ils sont dans une chute sans fin, ils se raccrochent, mais ils ont perdu. Le mensonge ne dure qu'un temps. Et ils sont construits sur du mensonge. C'est la fin. Et je crois que il faut quand même saluer le discours de Poutine, qui est quand même un discours tellement sage, et c'est ce qui manque. Poutine s'est détourné, il aurait pu choisir, pour des intérêts économiques, de se tourner à un moment donné vers l'Occident. Et puis finalement, il s'est retourné de l'autre côté, l'Eurasie, et puis le Sud global, et puis un monde multipolaire. Poutine est un grand homme. Je crois il aura, par rapport au monde blanc en tout cas, il va sauver ce qui est sauvable de l'Europe. Et parlant de Poutine, vous avez eu, il y a plusieurs personnes qui vous critiquent parce que vous accusez d'antisémitisme. Mais la France, pendant qu'il y a une guerre en Ukraine, elle a financé l'armée ukrainienne et une grande partie de l'armée ukrainienne, il y a des divisions en fait telles que le bataillon d'Azov, qui sont ouvertement néo-nazis, qui sont ouvertement antisémites. Je veux dire, comment qu'on trouve un équilibre vraiment entre vous dénonçant d'être un antisémite tout en eux-mêmes donner des armes à des groupes néo-nazis en Ukraine? Le chantage à l'antisémitisme, c'est une arme médiatique utilisée, connue. Il n'y a pas d'antisémitisme africain, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, il l'invente. Au Cameroun, en tout cas. Au
Cameroun, en tout cas, il y a vraiment pas de problème. D'autant que je pense que la première communauté israélienne, elle est au Cameroun, donc en Afrique, dans toute l'Afrique. Ils sont présents un peu partout, mais officiellement, il y a des très bonnes ententes jusqu'à présent avec, je vous disais, jusqu'à il y a quelques mois avec cette communauté, et puis les tensions internationales sont en train de troubler tout ça. Et moi, je le regrette sincèrement. Et donc, oui, on est dans un moment, dans un temps, dans une séquence où tout est en train de changer, de basculer. Les Africains ont le souffle comme suspendu. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va basculer le monde? Et ceux qui étaient les maîtres de ce monde, l'axe américano-sioniste, comment ils vont survivre à tout ça? Et Poutine va-t-il gagner dans ce monde blanc? Et, euh, et la Chine va-t-elle devenir la première puissance économique du monde? Je pense qu'elle l'est Elle est déjà. déjà, ouais. Ouais. Et donc, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur folie? Quand on voit Netanyahou, ils sont en train de tout casser dans leur propre maison, jusqu'au droit international, puisque Netanyahou a un mandat d'arrêt international sur le dos, et on nous explique en France, non, mais il peut quand même venir prendre son café sur les Mais Champs-Élysées. vous pouvez pas, par contre. Par contre, moi, je fais le bras droit. C'est pas une super. Donc cette schizophrénie jusqu'où... Et c'est moi l'humoriste, hein. Donc c'est moi qui, normalement, peut me permettre de jouer sous la licence de la fantaisie, quoi. Mais aujourd'hui, où est le sérieux dans tout ça? Netanyahou, il y a des mandats d'arrestation pour les crimes de guerre qu'il a commis en Palestine. La France, vous avez mentionné qu'ils ont dit qu'il serait peut-être la bienvenue ici en France. Lorsqu'il est allé prendre l'avion pour aller aux Nations Unies, pour aller rencontrer Trump aux États-Unis, je pense que son avion a survolé par-dessus la France. La France a une obligation sur le droit international de l'arrêter. Je veux dire, comment ça vous fait réagir vraiment de voir que la France peut pardonner le génocide, les crimes de guerre, mais pas la liberté d'expression qu'elle prône? Ben, moi, je vais vous étonner. Je trouve que ça accélère le processus. Il n'y a pas de justice internationale. Et il n'y en a jamais eu. La seule justice internationale, c'est le dollar et l'armée américaine. Voilà. Donc, ils donnent leur justice. C'est comme les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme blanc. C'est pas les droits. Il faut être blanc. Et blanc, c'est eux qui définissent ce que c'est d'ailleurs. En tout cas, le monde arabe n'en fait pas partie. Il faut qu'ils soient au courant. Et même si, donc, je trouve que Netanyahou accélère le processus. Et c'est ce qui est très intéressant. Le fait de montrer qu'il n'y a pas de droit, qui est le dernier pilier, on va dire, de l'illusion de l'utopie démocratique. C'est des États de droit. Oui. Mais il faut bien préciser, des États de droit de l'homme blanc sioniste. Tous les autres n'ont pas accès au droit. Dans un de vos discours, vous mentionnez que les crimes contre l'humanité ont été écrits dans les années 1940 et qu'avant ça, il n'y en a pas eu des crimes contre l'humanité. Donc l'esclavage, c'en est pas un. L'esclavage était organisé essentiellement par des commerçants juifs. Alors, qui ne représentait pas le juif, mon compatriote juif du quotidien, qui lui n'a rien à voir là-dedans. Il faut se méfier des amalgames, hein, et aussi de la compétition victimaire. Mais c'est vrai, il faut le rappeler aussi à tous les Noirs qui regardent, oui, c'était des gens qui venaient de Pologne, de partout, les Juifs occidentaux, et qui ont organisé ce commerce pendant près de 200, 400 ans. Et ça, par contre, ça casse un peu, c'est vrai, l'image du Juif en pyjama à Auschwitz, mais qui lui était victime, effectivement, mais qui était en fait victime de sa mafia. Il ne s'en rendait pas compte. Il était victime, il a été sacrifié. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été, enfin, je dirais, qu'il n'ait pas pu partir à temps? Parce que Hitler était un fou qui a quand même prévenu qu'il allait s'en prendre aux Juifs. Donc, il fallait partir. Il n'y avait pas, quand on a été organisé, l'autre. Donc, comment se fait-il qu'ils n'ont pas été sauvés, tous ces gens-là? Parce que je pense que leur sacrifice a servi des intérêts
Et qu'à un moment donné, ben, il fallait, ouais, quand la mafia est prête à vous sacrifier en jouant à plusieurs coups pour pouvoir, et instrumentaliser ensuite le massacre pour faire d'autres choses, on le voit aujourd'hui, c'est terrible. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens en Israël qui commencent à se réveiller, à se dire, ah ouais, attends, on nous utilise comme un bouclier humain. Euh, Vous parlez de la Palestine depuis très longtemps, au moins les années 90, peut-être avant même. Et dans votre interview avec Légende, vous avez mentionné que vous étiez avant-garde, un peu trop tôt pour vos temps. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? En fait, en tant que, en tant que descendant d'esclaves, en tant que descendant de colonisés, il y a une solidarité instantanée avec le peuple de Palestine. Il y a même pas de réflexion, c'est dans mon ADN. Je suis évidemment palestinien, face au diable, et au diable qui est le sionisme, qui n'a rien à voir encore une fois, mais je le précise à chaque fois parce que c'est important. Il y a des juifs aujourd'hui en Israël qui ne sont pas responsables de ce qui se passe et qui sont en train de se mobiliser. Et il faut les aider parce que c'est par eux. Je n'oublie pas que Jésus est né juif et il s'est libéré aussi de cela. Et donc, je suis palestinien comme, de toute façon, le peuple français chrétien est palestinien puisqu'il est traité aujourd'hui en palestinien sur la terre de France. Euh, Malheureusement, il y a un contrôle mais des médias, des politiques, qui est un contrôle sioniste d'extrême droite et qui, encore une fois, est en train de tuer certainement l'un des pays sur le plan culturel les plus avancés, les plus raffinés. Ils sont en train, les sionistes, en développant tout ce qui est la pornographie, tout ce qui est la laideur, on va dire, de l'esprit, ils sont en train de faire de la France une décharge culturelle, une poubelle. Et donc, il y a tout un tas de Français qui se réveillent, parce qu'il faut dire, la France a été pendant tellement longtemps le symbole, un phare culturel, c'est magnifique. Enfin, tout ce qui a été écrit, de La Fontaine, en passant par, puis la peinture, tout, Molière, tout ça est entièrement détruit. Et vous regardez aujourd'hui le champ culturel, c'est sioniste, c'est-à-dire, c'est vulgaire et c'est basé sur le mensonge. Le sionisme, sur le plan qui est dans mon métier, c'est la laideur. C'est ce qu'il y a de laid. Et ça occupe la plupart des espaces du champ culturel. Vous avez fait un sketch sur le colon israélien qui interpelle Mokhtar. Ouais. Qui dit non, la ligne s'arrête ici, tu vois, ça c'est mon territoire, c'est écrit dans mon livre. Ça c'était dans les années 2000. Ouais. Je veux dire, là, aujourd'hui, le discours pro-palestinien est un peu plus populaire, disons. C'est très commun de voir du monde marcher dans les rues avec un kéfier, avec des affiches pro-palestiniennes. Est-ce que vous croyez que vos discours que vous avez faits dans les années 2000, si vous les auriez faits aujourd'hui, la réception aurait été différente? S'ils m'en veulent autant, c'est que j'ai certainement semé quelques graines dans l'esprit de certains artistes et puis dans le public qui viennent me voir aujourd'hui et me disent ça, t'avais raison avant nous. Enfin, tout à fait. Moi, je n'ai fait que suivre. Je suis pas un politique, je suis pas un intellectuel. Je suis un artiste, donc un instinctif. J'ai senti mon époque, et mon époque, c'était ce mensonge énorme qu'est le sionisme. Tout est faux, tout est structuré sur le mensonge et la laideur. Et ce sont des scientifiques quand même, hein, des ingénieurs du vice, et ils savent manipuler les populations. Et c'est vrai mais comme tous les mensonges, à un moment donné, ça s'arrête. Et là, on est arrivé au moment où ça s'arrête. Et donc, ils ont peur. Et tout s'effondre. Le droit international. Et Netanyahou, par la force des choses, il explique qu'il n'y a pas de droit pour lui, pour les autres. Et rien que cette action, elle est extraordinaire. Merci, Netanyahou, merci. Il n'y a pas de droit et de justice internationale. Ça, je l'ai toujours pensé. Et mon bracelet est là pour me le rappeler chaque matin. Vous avez reçu des accusations d'antisémitisme. Vous avez été jugé
pour Oui. certains de vos propos, dont un qui était envers Patrick Cohen, où ce que vous avez dit que le gaz à chambre, c'est dommage. Non, Et, c'est pas tout à fait non? ça. En fait, je répondais à ce qu'il me disait. Il avait dit dans une émission que j'avais un cerveau malade. OK. Alors, ça, c'est toujours les vieux poncifs caricaturaux du noir, de l'homme noir qui n'a pas de cerveau, en fait. Mhm. Et je lui répondais, ah bon, donc, puisque je suis un malade, je lui disais, c'est vrai que quand je le vois et que je l'entends parler, je me dis, alors, je vais pas répéter ce Mhm. que j'ai dit, mais d'ailleurs, ce que j'ai dit était absolument pas condamnable, puisque le terme exact, c'est quand je le vois, quand même, je me dis les chambres à gaz, dommage. Donc ça veut dire quoi? Dire dommage quoi? Mhm. Dommage qu'il n'y soit pas allé. Mais bon, lui, il est pas né dans les années. Dommage que quoi que. Donc il y a eu une discussion. Déjà, ça n'était pas révisionniste dans la mesure, cette expression, dans la mesure où j'ai dit que potentiellement ces chambres ont dû exister. Et de toute façon, en France, la question ne se pose pas sur les chambres à gaz, puisque les chambres à gaz ont existé, Mhm. puisque puisque c'est la loi. Mhm. C'est un des rares faits historiques qui est légal. Vous pouvez dire, par exemple, la traite des Noirs, je suis pas certain que... Vous pouvez, mais sur l'existence des chambres à gaz, vous ne pouvez pas. C'est une particularité intéressante. Je le dis avec le sourire parce que c'est intéressant de légaliser l'histoire. Mhm. C'est, Ben, c'est, ça l'appelle une loi Guesso, et la France a ce particularisme-là. et je crois que ces lois ont été mises en place pour éviter des futurs génocides, pour protéger, Ouais, quand on dit never again, right, jamais encore. Mais ce qui est absurde, c'est qu'en ce moment, à l'heure qu'on se parle, il y a un génocide à Gaza. ouais. On a des discussions de cesser du feu, on ne sait pas si ça va tenir, mais bref, il y a eu un génocide à Gaza. Et ce génocide, euh, on dirait que c'est acceptable dans les médias. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pays qui le reconnaissent, il n'y a pas beaucoup de dirigeants dans l'Occident qui reconnaissent le génocide à Gaza. Pourquoi qu'un génocide qui se passe en ce moment, c'est pardonnable? Donc ça, c'est quelque chose que je trouve absurde. Ben, encore une fois, c'est schizophrénique. J'ai vu Trump à la Knesset applaudi par tout le monde et qui veut un prix Nobel de la paix. Ouais. Alors que il y a Ben, c'est ça ailleurs. à côté des gens qui crèvent de Ouais. faim. Ouais. J'ai vu aussi. Alors évidemment, je pense que la situation des otages et tout ça c'était terrible et que ces gens-là n'ont pas eu à vivre ce qu'ils ont vécu. La question ne se pose pas. Mais nous expliquer qu'ils n'ont pas mangé à leur faim, alors que tout le monde à Gaza était en train de crever la dalle. Je veux dire, on se moque. Et les témoignages des prisonniers palestiniens qui sont... Non, mais oui, oui, on se moque du monde. Je veux dire, Ouais. c'est-à-dire que les autres sont des animaux, donc eux qui crèvent la dalle, c'est pas grave. Mhm. Non, mais il faut bien qu'on se rende compte. Euh, Trump, tout ça, les accords, et puis là, cette paix glorifiée. Non, 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 non. Ben, surtout quand, je veux dire, Trump, un mois dans son mandat, nous a amené un cessez-le-feu. Ça, c'est la preuve, en fait, que la valve de la guerre en Palestine, elle est gérée par les États-Unis. Ils peuvent commencer la guerre et la finir à n'importe quel moment. On a laissé cette guerre-là continuer pendant 2 ans. Trump a décidé je veux dire, de venir à un certain accord il y a quelques jours. Donc, ce que je vois, en fait, c'est que, tel que la résistance en Palestine et au Liban le mentionné, ça, c'est une guerre américaine Ouais. envers le peuple palestinien. Et Trump est à la recherche d'un prix Nobel. Il veut le prix Mhm. Nobel. Et ce qu'il faut, il faut lui donner un Oscar. C'est pas, c'est tout. Un Oscar pour la plus grande comédie jamais Ouais. réalisée dans les Ouais. médias israéliens. C'est Et magnifique. ça vient d'un comédien qui dit ça, là. Ouais, c'est ça. Une autre de vos accusations, c'est que vous avez donné une plateforme à du monde comme Richard Farisson, Ouais, Robert Forisson, Robert Forisson, excusez-moi, c'est qui un se ami. dit qu'en étant un révisionniste de l'Holocauste. Vous répondez comment à ces accusations-là? Non, moi, c'est l'infréquentabilité. Alors Robert, je le connaissais pas au départ, et puis on m'a dit, lui, si tu le rencontres, t'es mort. Alors j'ai dit, mais comment ça, de quoi tu me parles? En termes de réputation, c'était un homme qui
visiblement était extrêmement infréquentable, qu'il ne fallait surtout pas côtoyer. Donc je me suis empressé de l'appeler, savoir qu'est-ce qu'il avait fait, s'il avait dit. Et donc ben, lui, voilà, c'est un hors-la-loi de l'histoire. C'est-à-dire, c'est un homme qui est un universitaire, un homme très sérieux dans ses analyses, qui a étudié une partie de l'histoire et une histoire qui n'appartient plus à l'histoire, mais comme je le disais tout à l'heure, donc au droit, à la loi. Il a inspiré une loi qui s'appelle la loi Guesso, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'étudier cette période de l'histoire. Vous devez vous référer aux conclusions de Nuremberg. Moi, je ne savais pas tout ça. Donc, quand il m'a expliqué ça, j'ai dit, mais je veux dire, si tu as tort, tu peux simplement discuter avec des historiens. Et il me dit, non, on ne peut plus discuter. Et c'est ça qui m'a fasciné. C'est l'interdiction de discuter. Au pays des Charlie, il y a une histoire qui est légale. Ah merde. Donc lui, ne croyant pas dans cette histoire, a développé des théories hors la loi. Et c'est ce côté hors la loi de Robert qui m'a fasciné. C'est comme Robin des Bois, si vous voulez. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui est habité par une vérité, même s'il a tort, au moins lui permettre de s'exprimer. Comme ça, dans l'échange, il va se ridiculiser. Mais on ne lui autorise même pas cela. Et ça, j'ai trouvé ça sympathique. Alors, voilà, l'objet, on s'est rencontrés comme ça. Donc, je lui ai remis le prix de l'infréquentabilité. Je l'ai fait monter sur scène. J'ai dit, t'es vraiment le mec le plus infréquentable que j'ai vu en France. Et sur scène, c'était au Zénith de Paris devant 6000 personnes. Et il m'a dit, tu ne sais pas à quel point je suis infréquentable, je crois. J'ai dit, comment ça? Le moment que nous sommes en train de vivre, Dieudonné, on t'en parlera encore dans 20 ans. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est extraordinaire. Il avait atteint un niveau, même Jean-Marie Le Pen, même Hitler, quelque part. Elle n'avait pas ce niveau-là. Simplement parce qu'il était d'un prof de littérature qui s'était aventuré, sur le terrain de l'histoire et qui avait dit non, mais ça c'est faux. J'ai une citation que je voudrais vous lire parce que vous avez mentionné dans le monde de Charlie Hebdo. Le 20 janvier 2015, Manuel Valls a dit après les attaques de Charlie Hebdo, il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, sans liberté d'opinion, désolé, et d'expression. Sans la presse et sans les journalistes, sans une presse libre de rechercher, d'interroger, d'informer, libre de critiquer, mais aussi de moquer les puissants. Et la question n'est pas de savoir si la moquerie est justifiée ou non. La question, c'est l'existence même de cette possibilité de se moquer. Ça. Vous réagissez comment de cette citation? Ben, c'est tout l'art, on va dire, de la manipulation, c'est-à-dire quand vous mentez, il faut quand même exprimer quelque chose qui va toucher la conscience des gens, donc qui est dans la lumière de la vérité. Donc ça, ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais le cynisme de sa position, c'est de faire l'inverse. Et c'est le monde politique. Donc on est dans un monde de mensonges. Et donc, dans un monde de mensonges, la vérité est une matière première. Donc on l'utilise. On se drape dans des draps de vérité. Et c'est tout l'objet du discours politique, c'est de dire des vérités et de faire l'inverse. Et là, en ce moment, Macron dit j'ai entendu, vous voulez le peuple de France le changement, et il remet exactement les mêmes personnes. Ouais. Pour eux, c'est un art. Pour moi, c'est médiocre. C'est l'artiste doit se risquer plus loin sur le champ de la vérité. Parce que la seule chose qui est belle, et c'est un ami artiste qui s'appelait Claude Nougaro qui me disait, nous sommes des gangsters de la beauté, des hors-la-loi, il faut braquer la vérité, même si ça dérange. Et eux, ils ne vont pas très loin, ils se drapent dans une vérité convenue. C'est convenu ce qu'il dit, c'est l'évidence. D'ailleurs, c'est très chrétien. Moi, je suis, au fond, si vous voulez, on est dans une société chrétienne et c'est beau. Il faut qu'il nous rende maintenant Jésus. Jésus est l'homme le plus libre qui soit. C'est le plus grand des artistes et l'inspiration la plus profonde que je ressens, moi.
c'est l'expression de la liberté. Jésus n'a rien à voir avec la religion, pour moi. Ça n'a rien à voir. La libération. Jésus, il est aussi proche d'un musulman que d'un prétendu chrétien. Jésus, c'est la liberté. C'est ce qu'il y a de plus beau dans la conscience. Et eux se servent évidemment de cette parole. Macron, qui certainement doit être lié aux incendies de Notre-Dame. À un moment donné, bon, il n'y a pas eu d'enquête sur ce truc-là, mais c'est bon. Il fait reconstruire à milliards, on va dire, Notre-Dame, et il fait un discours que lui imagine comme mémorable. Parce qu'il est à Notre-Dame, on l'a fait reconstruire. Lui, il voit sa vie au regard de sa propre petite existence. Il voit pas que ce bâtiment a été construit sur des siècles, et que l'inspiration de ce bâtiment, c'est Notre-Dame, la mère de Jésus. Dans son discours, il n'en parle même pas. Ça n'existe pas. En fait, c'est des gens qui sont coupés de leur monde. Jésus avait dit, il faut chasser les marchands du temple. Lui inaugure le plus grand temple de Paris à la gloire de Jésus-Christ. Et il invite tous les marchands du temple. Ils sont tous là. Tous les milliardaires sont là. Ils se battent. Alors que Jésus est derrière. Jésus est dans la rue avec les plus humbles. Jésus est à Gaza avec ses frères. Sous les bombes. Ouais. Il y a du monde, on parle souvent de vos opinions politiques. Hein. Si on lit ta biographie, certaines personnes vont dire qu'on ne sait pas s'il est d'extrême gauche ou d'extrême droite. Mais je voudrais plutôt parler un peu de la gauche en ce moment en France. Surtout dans le passé, il y avait du monde comme Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, qui se disaient anti-impérialistes, anti-colonisation, mais qu'avec le temps, ils ont commencé à se développer et à devenir des impérialistes eux-mêmes. Bernard-Henri Lévy a parlé en faveur de l'invasion de la Yougoslavie, surtout en Bosnie. Il a supporté les bombardements en Libye. Comment que vous évaluez un peu les mouvements de gauche ici en France en ce moment? C'est pareil, gauche-droite, ça veut pas dire grand-chose, je crois. Vous m'avez positionné potentiellement à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ça me va bien. Je serais plutôt de la périphérie contre le centre de pouvoir. Je suis en dehors de la mafia du centre. Parce que, et on le voit en ce moment, c'est le centre qui dirige. En fait, l'idée, c'est de positionner les extrêmes comme excessifs, outranciers. Non, le fascisme, il est au centre. Les extrêmes injustices, elles sont au centre. Le peuple, il est en périphérie. Donc, il est identifié comme extrême droite ou extrême gauche, ce qui est la même chose en réalité. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait que les extrêmes se rassemblent. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs sur la chute de ce prochain gouvernement. Ben, c'est LFI, RN, qui sont identifiés comme extrêmes, alors que bon, sont pas. Bon. Mais quand même, c'est vrai que LFI a osé parler du génocide. L'extrême droite de Marine Le Pen tente, mais c'est fini, même elle a été éjectée. Elle va faire de la prison aussi, je pense. Ouais, enfin, surtout elle est inéligible. Il y a aussi un gouvernement des juges en France. On en parlait tout à l'heure avec ce syndicat de la magistrature. Il y a aussi des juges très bien. Hein. C'est ce monde qui est en plein mouvement là, que j'observe moi et qui, avec encore une fois mon prisme d'artiste. Moi, je suis un batteur de planches qui fait du rêve avec du vent. Je n'ai aucune prétention. Un artiste qui trouve son inspiration, c'est vrai, quand même dans le parcours chrétien, de Jésus, parce que chrétien, ce qui est dérangeant, c'est que ce soit les églises ont été aussi l'objet d'enjeux de contrôle. Et le Vatican aujourd'hui, malheureusement, sert les intérêts. J'ai été bouleversé par la démission du pape Benoît XVI. Je me dis, tiens, pourquoi un pape démissionne? Et puis, il a fallu attendre 8 ans pour avoir son testament spirituel où il demande pardon.
au monde. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est ça être chrétien. C'est parce que c'est devenu la trahison de Jésus, l'Église, l'objet même de la trahison. Mais la prière et les croyants, et c'est les gens qui ont la foi, eux non, eux ne sont pas. Enfin bon, ça sera mais je pense que les gens de foi, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, doivent se retrouver maintenant. Vous avez parlé de l'extrême gauche, l'extrême droite étant la périphérie du centre fasciste. Il y a beaucoup de monde qui vous ont critiqué d'avoir se rapproché de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui est connu publiquement, disons, d'avoir eu un discours un peu xénophobe, anti-immigration et islamophobe. Qu'est-ce qui vous intéresse? Il est vous mort. Intéressait chez Jean-Marie Le Pen? Alors, moi, c'était mon adversaire politique, culturel, on va dire, puisque moi, j'ai grandi dans l'antiracisme. J'ai été manipulé par la gauche et par les mouvements antiracistes, qui étaient bien plus racistes que ceux qui étaient en face. Alors, j'ai grandi dans la haine prétendument antifasciste. Alors que les fascistes, c'est ceux qui sont en train de génocider les gens à Gaza. C'est ceux qui tiennent les médias. Et donc, à un moment donné, voilà, j'ai eu besoin de comprendre, parce que je me disais que c'est trop simple de montrer du doigt et éliminer du champ politique quelqu'un sous les prétextes qu'il est antisémite et qu'il est fasciste. Donc je suis allé voir, ne sachant où se trouve le bien, je vais voir le mal absolu, Jean-Marie Le Pen. Là, je le rencontre, c'est un militaire français, nationaliste, blanc, breton. Alors on avait un point commun, c'est qu'on avait une mère bretonne tous les deux. Et après, j'essaye de comprendre. Et à aucun moment j'ai senti du racisme de sa part. Il a dû l'être. Il a fait la guerre. Mais De Gaulle était un mec raciste. Mais extrêmement raciste. Et chaque ville en France a une rue nommée après De Gaulle. Mais De Gaulle, la décolonisation des pays, le massacre organisé avec Pierre Messmer au Cameroun, c'était De Gaulle. Le napalm sur le peuple bamileke. Bon, qui est raciste, qui ne l'est pas? Il y a un moment donné, le monde, il évolue, il change. J'ai eu une discussion avec Le Pen, et c'est le seul homme politique que j'ai rencontré qui m'a écouté. Je lui ai parlé des Békés, donc des descendants d'esclavagistes, qui possèdent encore toutes les terres aux Antilles. Il m'a dit, c'est pas normal. J'ai dit, mais ça serait bien, qu'en tant qu'homme politique, vous en parliez. Et il en a parlé. C'est le seul homme politique blanc qui a dénoncé le système Béké. De droite comme de gauche, ils n'ont jamais dénoncé ce... Je sais pas si vous imaginez, c'est comme si vous aviez la famille Göring, la famille Himmler, qui encore au pouvoir dans les Antilles. Eh bien, Macron a donné la Légion d'honneur aux Ayottes, qui sont la plus grosse famille de Martinique, qui possède encore et qui gère notamment tout ce qui est l'économie, la nourriture, enfin les voitures, enfin et qui possède. Vous vous rendez compte? En disant que sa famille avait apporté vraiment Et c'est tellement énorme que être humoriste dans notre époque, c'est juste dire la vérité. Et parce que moi aussi, j'étais un peu, je connaissais pas trop Jean-Marie Le Pen, je le connaissais surtout par ce que le monde nous faisait croire, ce que le monde nous disait de lui. Et j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu qu'en 2009, Jean-Marie Le Pen avait dit qu'à Gaza, c'est un camp de concentration. Et ça, c'était avant que c'était acceptable de le dire, surtout après le 7 octobre. C'est ça. En 2009, on a dit que vous étiez avant-garde. Ben, il a été un peu aussi. Ah ben complètement. Mais il avait aussi un fonds de commerce qui était avec des gens, c'était l'immigration, donc il avait dans son public, on va dire, des gens qui n'appréciaient pas l'immigration, n'appréciaient pas la culture du Maghreb, d'Afrique noire. Oui, et entretenir ce racisme, c'était un fonds de commerce. Mais fondamentalement, à la fin de son existence, il savait bien qu'il n'était pas plus raciste que les autres. Hein. Mais finalement, ben, il a ouvert la porte. Et le fait de me parler à moi, c'était pas neutre. Hein. C'était pas.
Moi, j'ai une carte d'Afrique. Lui, c'est le drapeau français. Je crois qu'on avait un intérêt, chacun chez soi, Dieu pour tous. Cette immigration massive qui avait été organisée pendant des années pour déstabiliser la France, elle avait un objectif, et ça n'était pas pour servir les intérêts de l'Afrique non plus. Toute la matière grise africaine qui est partie, tous ceux qui auraient pu nous aider à construire le continent. Et donc on avait vraiment un point commun. Moi, je suis pour la rémigration du peuple africain. Je veux dire, l'Afrique a besoin de toutes ces forces vives. Mais pourquoi ils sont arrivés ici? Parce qu'on peut pas vivre. Un exode des cerveaux. Voilà, à cause non, mais à cause toujours de la même de ces mêmes salopards, la finance internationale, qui ont ruiné l'Afrique et qui sont en train de détruire la France. Vous êtes un immense humoriste. Vous êtes capable de remplir des salles à 7 000, 10 000, 20 000 personnes, mais vous êtes présentement limité à un bus qui a c'est le même bus que je prenais pour aller à l'école au secondaire, qui a peut-être 70 places. Comment vous vous sentez vraiment de maintenant d'avoir un public aussi limité? Là, on vous enverra des images. C'est pas tout à fait la réalité, puisque j'étais à Bruxelles, alors là, où j'ai pu jouer dans une salle où on retrouve ce type on était près de 1000 personnes. Donc, mais en France, ce n'est pas le droit. Donc, je joue dans un bus. Pourquoi le bus? Parce que c'est mobile. Parce que quand j'ai un arrêté d'interdiction dans une ville, là, je vais ailleurs à ce moment-là. Et ça me permet de travailler, si vous voulez, devant 70 personnes ou 1000 ou 6000 personnes. Ça revient à la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Je partage avec des gens une vision de mon époque par le rire, et ça me permet de roder mon spectacle. Ça me permet de le travailler. Puis dans le bus, ce qui est très important et ce qui est très exigeant, c'est que le cadre est resserré. Vous travaillez voilà, c'est un plan américain, quoi. Vous pouvez pas bouger. Voilà, on peut pas bouger. Ce qui vous pousse à travailler en tant qu'humoriste, les expressions, vous êtes plus précis. Et donc ça, c'est très important de travailler comme ça, puis de pouvoir répéter, et travailler ainsi. Ce qui fait que quand j'arrive dans des plus grandes salles, après, je suis prêt. Mais c'est Jean-Marie Le Pen qui me disait le coup du bus là quand même, parce que lui, il a été interdit dans certaines salles et tout ça. C'est vraiment la clé de la liberté. Le bus, c'est inarrêtable. Vous êtes dans un espace privé, un véhicule. Alors donc vous avez vu, ils vous interdisent de rentrer dans le véhicule, parce que une fois que vous êtes dans le véhicule, vous faites ce que vous voulez. Donc ils doivent se dépêcher d'arriver et de se mettre, parce que si j'étais dans le bus et le public est dans le bus, là ils peuvent plus rien faire. C'est un espace privé, ils peuvent pas rentrer dans le bus. Voilà. Vous étiez la première personne à m'introduire au sujet de la Kanaki, un pays, un peuple qui est reconnu comme étant occupé contre leur gré par les Nations Unies. Est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs une petite, juste de l'information sur qu'est-ce qui se passe en ce moment en Kanaki et pourquoi ça devrait leur intéresser? On parle beaucoup de la Palestine, on parle beaucoup de Gaza, mais on ne parle pas de la Kanaki. C'est la même histoire. Avec des violences extrêmes. L'armée française a tiré sur le peuple kanak il y a quelques mois. Ils ont tué des Kanaks, des jeunes Kanaks. Le peuple kanak demande ce que tous les peuples ont obtenu dans le monde, c'est de vivre chez soi, souverain. Le colonisateur, donc l'État français, a tout fait pour manipuler par le droit et retarder l'inévitable émancipation et souveraineté du peuple kanak. Ils ont encore créé des accords de Bougival, où ils donnent une sorte de souveraineté, puisque elle est indiscutable, cette souveraineté. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Le peuple est là, ce ne sont pas les mêmes gens, ce ne sont pas les mêmes langues, ce ne sont pas les mêmes coutumes, Partez.
rentrer en Charente-Maritime. Laissez le peuple kanak tranquille. Ils ne peuvent pas. Il y a des richesses, ils ne peuvent pas. Et là, moi, c'est le point de départ de ma conscience politique. Le peuple kanak. Parce que tout le monde est ému par ce qui se passe en Palestine. Alors que, vous voyez, même les arguments israéliens sont, ouais, on était là il y a 3000 ans, déjà, ça tient pas. Mais là, en Kanaki, il n'y a pas d'histoire de 3000 ans, puisque c'est le Kanak qui était là il y a 10 000 ans, il y a 20 000 ans. Et la France est arrivée il y a 120, 140 ans. Donc, et encore, c'était 3 bateaux, les gars. Qu'est-ce qui se passe? L'enjeu de la Kanaki est un enjeu international. C'est la dernière terre colonisée avec les autochtones qui étaient là de manière millénaire ici, sur place. Le monde entier doit pouvoir comprendre que là, il faut que ça s'arrête. Parce que si ça ne s'arrête pas en Kanaki, ça ne s'arrêtera nulle part ailleurs. Les Kanaks, c'est un peuple extraordinaire. Un peuple gentil, avec une coutume. J'ai fait le parcours Kanak à Nouméa. Il considère que, en fait, l'humanité est née d'une dent de la Lune qui est tombée sur la Terre. C'est un rocher qui est en Kanaki. Et l'espèce humaine est née de cette moisissure. Donc, ils ont une vision du monde, je vous cache pas, qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que il faudrait, et je retrouve ça chez les peuples premiers autochtones, notamment au Cameroun avec les Pygmées, un peuple de 100 000 ans. Et pour ça, quand on parle de l'autre, il y a 3000 ans, que ce soit les Kanaks ou les Pygmées, c'est 100 000 ans. T'étais où il y a 100 000 ans, le roi Salomon? T'étais où? Ça n'existait pas. Et on était déjà là. Et donc, Christophe Colomb qui découvre la... Mais il n'y a rien découvert. Mais non, mais je veux dire, que toi tu découvres, d'accord, mais je veux dire, c'était là, et les gens étaient là. Je veux dire, t'as rien. Et c'est pareil, là, ils nous font le coup de les Blancs de France ont découvert la Kanaki. Mais repartez. Tu es venu en vacances et tu repars. Non, on reste. C'est la France. Ah, c'est magnifique. Magnifique. C'est l'histoire de l'humanité, malheureusement. C'est triste. Hein. Ils ne sont pas si différents des Israéliens dans ce cas-là, et du sionisme. C'est pour ça qu'ils soutiennent. Mais d'ailleurs, Netanyahou, malin comme il est, quand Macron a reconnu un État palestinien, une fois que tout est rasé et qu'il n'y a plus rien à reconnaître, Netanyahou dit, nous, on va reconnaître la Kanaki. Donc, c'est un billard à 3 bandes, si vous voulez, où moi je dis, écoutez Netanyahou, c'est intéressant ce qu'il dit. Ben oui, très intéressant. Et là, je suis obligé de le remercier. C'est terrible, mais c'est vrai. Oui, la Kanaki, c'est le dernier endroit dans le monde où un peuple qui n'a rien à y faire, on n'arrive pas par hasard. C'est pas comme la Palestine, qui est un carrefour. Là, il faut aller les chercher. Ils sont allés très loin, non? Très, très loin. Et autant la lutte palestinienne, je suis entièrement. Mais celle-là, elle a 50 000 ans. Et on arrête. Là, il n'y a même plus de discussion historique de rien du tout. Et donc, je trouve que ça illustre parfaitement le combat des Palestiniens. Et si les Palestiniens, tout d'un coup, comprenaient que, en défendant les Kanaks, ils luttent aussi pour l'indépendance de la Palestine, ce serait formidable. C'est pour ça que, je veux dire, je suis entièrement reconnaissant du monde qui supporte la Palestine ici en France. Je vois des autocollants du drapeau palestinien sur les téléphones cellulaires, des sacs à main avec des ornements de la Palestine. Mais je veux dire, j'apprécierais aussi de peut-être voir aussi le drapeau kanak juste à côté. Je veux dire, on est en France. On est en France. Il faut absolument faire le lien entre ces peuples. Surtout dans le sens que, ici en France, c'est sûr que
on peut faire plus pour la Palestine, mais en fait, je pense que la libération de la Kanaki, je pense qu'il y a beaucoup plus que le peuple français peut faire. Je veux dire, vous êtes les occupants. Oui, mais maintenant, votre visibilité de Palestiniens pourrait nous aider. Et c'est ensemble, on sera encore plus fort. Donc, Palestine, Kanaki, ensemble, main dans la main. Réunion, ouais. Mayotte, Mali, tout le monde, tout Burkina, tous ensemble. Et on a déjà parlé de ça auparavant avec l'union du Global South, du Sud global, contre la colonisation. Faisons-le. Donc, je suis entièrement redevable à ce discours et honnêtement, je vous remercie d'avoir parlé de la Kanaki. Moi, je veux dire, j'ai honte à le dire, mais j'ai découvert ça il y a 2 ans à travers un de vos interviews. Donc, vraiment, j'appelle vraiment au peuple français de se révolter face à cette injustice. Surtout que si on reconnaît ce qui est mal en Palestine, on le fait nous-mêmes. Bon, je suis pas français, mais on peut le faire nous-mêmes ici pour la Kanaki. Et c'est vrai, et c'est d'autant plus fort. Si tous les, je vois aux Antilles, hein, où les mouvements kanak sont très très soutenus, les Noirs américains aussi, ce sont des hommes noirs. Il faut bien le comprendre, et que il y a aussi une solidarité, une fraternité. On ne peut plus laisser ça. On ne peut plus faire ça. C'est impossible. Moi, j'ai grandi avec le drapeau kanak parce que ce sont des hommes noirs qui sont aujourd'hui, encore une fois, considérés comme des animaux. Quoi. Mais c'est pareil pour le monde. De toute façon, pour cet Occident raciste, un Palestinien, c'est un noir, c'est un animal. D'ailleurs, il le disait, hein, c'était dans le discours, je crois, dans le discours suprémaciste, là maintenant qu'on a des sionistes, vous avez même des gens comme Zemmour qui dit c'est une guerre contre le monde blanc. Magnifique. Ils ont complètement changé leur stratégie. Ils sont passés de l'antiracisme au racisme ouvertement, c'est-à-dire les blancs sont en danger. Alors que bon, que ce soit en Kanaki, les blancs, il y en a plein qui veulent devenir Kanak. La question n'est pas raciale. Mais la question raciale, elle sert les intérêts aujourd'hui du sionisme. Et juste comme mot de la fin, je suis palestinien mais qui habite à Montréal. J'ai grandi, je suis né à Montréal. Et vous avez tenté de venir faire un spectacle à Montréal en 2016. Le maire, à cette époque-là, Denis Coderre, a dit Dieudonné n'est pas la bienvenue à Montréal. Manuel Valls a passé des législations dans presque toutes les préfectures en France disant que vous n'avez pas le droit de faire des spectacles. Donc, dans un certain sens, vous n'êtes pas, selon le premier ministre à cette époque-là, la bienvenue dans les préfectures en France. D'une manière un peu philosophique, où est-ce que vous sentez la bienvenue? Moi, j'étais le bienvenu chez les Amérindiens, les Hurons, qui m'acceptaient. J'allais jouer chez eux, sur leur terre. J'ai rien à faire avec les Américains. En fait, je m'en fous. Moi. Le Canada, ça n'existe pas pour moi. C'est une terre qui a été volée aux Indiens, et je vais jouer chez les Indiens. Ceux qui sont installés et qui veulent m'interdire, ce sont les descendants de putes et de bagnards et de gens d'une vulgarité absolue. Je les emmerde. Ces gens-là, pour moi, ils n'existent pas. Le peuple, quand je suis invité à jouer chez les Indiens, bon, je constate que tout d'un coup, on me dit, vous êtes au Canada. Tu vois, même toi, tu parles du Canada, mais moi, c'est pas le cas. Ça n'existe pas. Ça va disparaître, ça. Ça s'appellera autre chose. Le Canada, ceux qui parlent du Canada aujourd'hui, ou des États-Unis, ce sont les imposteurs, ce sont des occupants. Donc il faut, je veux dire, j'ai rien contre encore une fois, c'est pas racial mais je vais jouer chez les autochtones. Je vais pas jouer chacun chez soi et Dieu pour tous. Voilà. Je crois qu'il est temps, malheureusement, pour les gens de rentrer chez eux. Aux États-Unis, comment faire? Parce qu'aujourd'hui, les Noirs américains réclament 2 ou 3 États où ils sont chez eux. Ben, moi, je suis pour ça. Les Blancs aussi. Les Blancs, ils ont le droit de vivre comme ils veulent. Les Noirs aussi. Et puis voilà. Et leur histoire de on est tous ensemble, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Comment se fait-il que 80%, je crois qu'il y a plus de Noirs dans les prisons aux États-Unis qu'il y en avait dans les champs de coton. Ça ne fonctionne pas.
En France, c'est pareil. Donc, vivons, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous, vous avez vos trucs, voilà, et que chacun puisse, on est né sur cette terre, on doit pouvoir y vivre librement. Et donc, le problème, c'est la colonisation. Le problème, c'est l'occupation et puis la volonté d'imposer des systèmes politiques, des religions. Laissez les gens tranquilles et tout ira bien, en fait. Et je pense que le problème, aujourd'hui, il est là, on est arrivé au bout. Et moi qui suis juste un humoriste, hein, qui regarde et qui commente, j'ai un succès qui est grandissant en France, malgré les interdictions. Je suis celui qui... c'est hallucinant, parce que ils m'interdisent ici, ils ont des spectacles subventionnés, mais personne n'y va. Donc, parce que simplement, le rôle de l'artiste, ben, c'est de dire la vérité. Parce que il y a rien de plus beau que la vérité. Et leurs mensonges, ils arrivent à faire des choses qui ressemblent. Mais ça, c'est jamais aussi éclatant. Et une toile, là, je me suis mis à peindre maintenant. Et c'est vrai que la recherche de la beauté, de l'élégance, du raffinement, de l'harmonie, je veux dire, c'est pas dans le mensonge qu'on trouve ça. Donc, je suis conscient que l'artiste a un rôle à jouer dans les décennies qui viennent, parce que là où les politiques, les diplomates, les militaires, les intellectuels ont échoué, ben, Michael Jackson a fait plus pour l'humanité que n'importe quel discours politique. Il a, par la recherche de ses rythmes et de ses swings, il a fait danser le monde. Ben voilà, laissons les artistes, effectivement. Et plus ils ont souffert, ces artistes, plus ils ont des racines. Et je pense que j'appartiens à ce peuple noir d'Afrique. On est armé sur le plan émotionnel et sur la charge pour pouvoir faire des œuvres qui parlent aux gens. Ouais. Et les Palestiniens, j'ai hâte d'entendre les artistes palestiniens et de Gaza s'exprimer, parce que ils vont réussir à transmettre au monde des choses extraordinaires, magnifiques. À travers la souffrance. À travers tout ce qu'ils ont vécu. Il va y avoir des œuvres, là, dans les années qui viennent. J'ai déjà vu des jeunes Palestiniens à Gaza, dans les ruines, chanter. Oh, j'en ai la chair de poule. Durant le génocide. Oui, parce que ils sont portés par par la vérité. C'est pas Hollywood, avec des mecs avec des putes, et de l'argent et de l'alcool. Non. Là, c'est l'art pur, l'art qui vient du cœur, de l'émotion. Et malgré le génocide, il n'y a rien qui peut les censurer. Non. Et puis et puis ça parle au cœur du monde entier. C'est ça. Et c'est ce que les artistes, beaucoup de noirs américains quand même, ont fait. Il faut reconnaître. Et je veux dire, juste pour conclure, je veux dire, vous l'avez mentionné de manière très claire, c'est pas de la censure, c'est une guerre d'information. Ouais. Et je suis entièrement solidaire avec votre combat et le combat de tout le monde qui résiste à la censure et surtout qui porte un message puissant contre le colonialisme et qui nous éduque sur la souffrance de peuples qu'on n'était pas nécessairement au courant, telle que la lutte honorable du peuple kanak. Donc, on va se serrer la main. C'est un kanak qui serre la main à un Palestinien. Merci beaucoup. Et que ça te parle au monde. Ouais, c'est ça la solution du monde. Des peuples de paix, des peuples d'amour, des peuples qui n'ont pas de violence en eux et qui veulent maintenant construire autour de la justice immanente, celle de Dieu. Et que la violence, elle est imposée sur nous, en fait. Ouais. Donc, merci beaucoup. C'est moi. Ça finit comme ça? Parfait. Hein?